J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence en vous rappelant quelques faits que vous connaissez sans doute. Savez-vous quel a été le livre le plus vendu en France en 2022 ? Cette bande dessinée que vous avez peut-être déjà lue, Le Monde sans fin. Et dans cette bande dessinée, donc on s'aperçoit qu'effectivement, nous sommes dans un monde aux ressources limitées. Et c'est quelque part les marques qui sont présentes qui vont en parler à travers les actions qu'elles font et qui sont des actions très vertueuses. Sous la poussée des consommateurs et sous la poussée de régulation dont va nous parler un des speakers, Cécile Gaufriot sur scène, nous sommes obligés de faire autrement et on va voir comment ces marques illustrent ce autrement. Donc récupérer, réutiliser, réparer, c'est une des directives de la mission européenne, mais qui s'applique aussi dans notre consommation et dans la consommation initiée par les directeurs marketing et communication autour de la table. En 2030, connaissez-vous ces chiffres ? En 2030, on doit baisser de moins 55% nos gaz à effet de serre. En 2050, l'Europe souhaite être le premier continent à neutralité carbone neutre. Neutralité, c'est-à-dire qu'on consomme et on a une consommation de gaz à effet de serre équivalente et qu'on compense. Donc ça, ce sont des directives européennes qui sont très ambitieuses et l'économie circulaire participe à tout cela. Donc c'est ce qu'on va voir avec nos speakers. Je vais tout de suite passer la parole à Fnac Darty, donc Florence Lemété, qui est la directrice marketing action commerciale, direction commerciale et communication de Fnac Darty et qui est venue aujourd'hui malgré un emploi du temps très chargé. Donc elle est en charge également de toutes ces activités pour l'Europe et au sein du COMEX. Donc je te laisse parler, mais également après nous aurons l'occasion de faire le tour de table avec les différents speakers. Donc, peux-tu nous présenter le groupe, Florence ? Bonjour à tous. D'abord, je suis Florence. Je suis arrivée chez Fnac Darty il y a environ une petite année. Et effectivement, je m'occupe des sujets marketing, des sujets clients et des sujets de développement commercial. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ces sujets, la RSE est au cœur de nos problématiques. Peut-être juste un mot d'abord sur le groupe pour laisser mes collègues se présenter. Donc Fnac Darty, c'est le leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques, d'électroménager et de services. Juste pour vous donner 2-3 chiffres pour situer Fnac Darty dans son environnement, c'est environ 1000 magasins, 25 000 collaborateurs. L'omnicanal pèse environ pour 50% de nos ventes. C'est un groupe qui fait quasiment 8 milliards de chiffre d'affaires et en termes de trafic sur nos sites, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, on a environ 25 millions de visiteurs uniques par mois. Et on a surtout et avant toute chose 2 belles marques, Fnac et Darty, qui sont des marques incroyablement patrimoniales, qui sont au cœur du cœur des Français, c'est le cas de le dire, mais qui surtout ont chacune dans leur domaine ou dans leur discipline, ont eu le talent, je peux encore le dire parce que ça s'est fait bien avant moi, de savoir inscrire justement cette RSE et ces enjeux de développement durable au cœur même du modèle économique de ces enseignes. Et on détaillera pas mal celui de Darty, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils ont réussi vraiment à le nicher au cœur du développement de cette enseigne. Quelques chiffres sur Fnac Darty. Alors, quelques chiffres peut-être spécifiques sur Fnac Darty, premier réparateur de France, parce qu'on va parler beaucoup de réparer, entretenir, seconde vie, etc. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée quand je suis arrivée. Sur les 25 000 collaborateurs dont je vous parlais sur le slide précédent, plus de 3 000 collaborateurs sont des collaborateurs au service du SAV. On va recruter 500 techniciens de plus d'ici 2025. On a 800 000 abonnés déjà aujourd'hui à Darty Max. Alors je vais pouvoir vous parler de Darty Max après, qui est le service d'abonnement à la réparation, qui est quelque chose de très innovant justement en matière de RSE. Et pour vous donner peut-être encore un grand chiffre, on répare 2,3 millions de produits par an. Et on fait en moyenne 2000 interventions à domicile par jour.
Voilà, c'est pour vous donner un peu la taille de ce que représente aussi cette partie réparation et SAV chez Fnac Darty. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place comme initiative? Alors là, c'était un petit clin d'œil, non pas pour se faire mousser, mais pour dire que c'est vraiment aussi au cœur finalement de ce sur quoi on se challenge, on s'étalonne et puis on compétitionne, puisqu'on participe très régulièrement à de nombreux prix et on en gagne aussi très régulièrement. Donc voilà, c'était une petite expression des quelques prix gagnés l'année dernière, mais c'est vrai que le développement durable est tellement au cœur de la stratégie de Fnac Darty et de son plan stratégique, Everyday, dont on parlera tout à l'heure, que ça nous permet aussi de candidater sur un certain nombre de sujets autour de ça. Félicitations pour tous ces prix. On est ravis de voir qu'effectivement, tous les efforts que vous faites sont reconnus. Et on va revenir un peu plus en détail sur cette activité réparabilité, durabilité, seconde vie. Julien Achour nous vient de Lille. Lille et Décathlon, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu d'aussi loin et d'avoir bravé toutes les contraintes et annulations de train. Donc Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter quel est le groupe en fait qu'on connaît très bien, mais on ne connaît pas toute une partie de votre activité? Okay. Merci beaucoup Cécile de me recevoir. Merci messieurs, dames de venir à notre rencontre. Le groupe Décathlon, alors je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer la logique dans laquelle nous travaillons, probablement que vous connaissez ça. C'est un groupe qui a vocation à passer du statut de retailer référent sur le sport à plateforme préférée des sportifs, ce qui induit le besoin de progresser très largement sur deux enjeux. Un enjeu, c'est les services aux sportifs. Et donc sur ça, il y a déjà des initiatives qui sont en place, Décathlon Outdoor, Travel, il y a Décathlon Coach par exemple, qui ont vocation à être des enablers qui vont vous aider à développer votre pratique sportive. Et puis un autre enjeu sur la circularité qu'on va développer ensuite. Et sinon, Décathlon, c'est présent dans 62 pays. Alors souvent, en fait, à l'apéro, quand je raconte ça, les gens ont du mal à l'imaginer. Par exemple, on a ouvert l'Uruguay récemment pour rendre la pratique un peu plus accessible dans ces territoires aussi lointains de la France. Et puis, Décathlon, c'est aussi une marque d'engagement. Donc là, on est partenaire de Paris 2024, pour lequel on a deux choses fantastiques qu'on essaye de soutenir. Déjà, on va accompagner 45 000 personnes qui vont être au service de cette cause, des bénévoles que l'on va accompagner dans leurs équipements notamment. Et puis en fait, on a aussi 33 athlètes qui travaillent chez Décathlon et qui seront représentants de la France pour ces Jeux paralympiques et olympiques. Et quand on voyage un peu à l'étranger, on est toujours très surpris de trouver un Décathlon au cœur de la ville où on se trouve, même en Asie. En Chine, combien vous avez de magasins, par exemple? Alors en Chine, je ne sais pas exactement, mais voilà, donc on a 1700 magasins en totalité. Voilà, vous allez retrouver Décathlon aux Philippines, vous allez retrouver Décathlon en Malaisie, au Vietnam, en Australie, voilà, en Chine. En Thaïlande. En Thaïlande, exactement. Donc voilà, c'est une activité qui est en train de se développer pas après pas. Très impressionnant, effectivement, cette réussite à la française. Concernant donc votre activité, Le Bon Coin, Mathilde parle rarement, donc on la remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui. Et Mathilde est dans une activité que tout le monde connaît, je pense. Qui utilise Le Bon Coin dans la salle? Pouvez-vous lever la main? Oui. Ah, c'est génial. Qui n'a jamais entendu parler de Le Bon Coin dans la salle? Pouvez-vous lever la main? Non, je pense que tout le monde connaît, pas toujours des utilisateurs, mais en tout cas vous connaissez. Donc Mathilde est en charge de ce qu'on appelle le e-commerce, biens de consommation. Vous allez nous détailler et expliquez-nous ce qu'est Le Bon Coin. Donc on lève le rideau derrière la plateforme. Bonjour à tous, ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc moi c'est Mathilde, je travaille depuis 10 ans au Bon Coin. J'ai eu 1000 vies au Bon Coin, parce que c'est une boîte qui a beaucoup grossi en 10 ans. Je m'occupe aujourd'hui de cette activité qu'on appelle e-commerce, qui est en gros les biens de consommation. C'est la grosse machine du Bon Coin, c'est 95% du contenu, historiquement du contenu C2C, mais aussi depuis peu, et je vous en parlerai un peu plus tard, du contenu aussi de professionnels. Le Bon Coin, c'est 27,5 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est une grosse machine qui drive beaucoup d'audience,
beaucoup de contenu, 62 millions d'annonces. Donc on est aujourd'hui le premier site e-commerce français et on est très fiers de l'être. Et quand je vois les mains se lever, c'est une fierté et qu'on porte tous les collaborateurs du Bon Coin tous les jours, d'accompagner tous les Français dans leur quotidien, que ce soit pour chercher une maison, chercher une voiture ou se meubler ou chercher un job. Voilà, aujourd'hui le Bon Coin, c'est 1600 collaborateurs en France, mais ça appartient à un groupe norvégien qui est coté à la bourse d'Oslo, qui s'appelle Adevinta. Donc aujourd'hui, on partage une mission commune avec d'autres plateformes en Europe majoritairement. Vous connaissez peut-être Lionsingen en Allemagne, Subito en Italie, Milanuncios en Espagne. Tout ça, c'est des cousins du Bon Coin avec lesquels on travaille. Et on a une mission commune et on a des sites leaders aussi sur le site aussi au sein du groupe. Et à la direction de ce groupe, alors, qui est-ce ? Et la direction de ce groupe, c'est Antoine Joutot, vous connaissez peut-être, qui était le deuxième collaborateur, je crois, du Bon Coin, qui a développé le Bon Coin en France et qui est passé depuis quelques mois à la tête du groupe Adevinta. Et donc, du coup, on continue l'évolution et qui va porter aussi l'évolution du groupe pour faire le même succès qu'il a fait au Bon Coin en France. Et vous avez une nouvelle DG ? Et on a une nouvelle DG qui arrive lundi, qui est Amandine Dassouza, qui était la boss du BHV et qui nous rejoint exactement lundi. On est ravis de l'accueillir. Et je pense que notamment moi, dans mon marché sur les biens de consommation, elle va nous apporter beaucoup pour continuer à nous faire grossir. Donc l'Europe du Sud influence beaucoup vos activités, puisque chez Decathlon, vous avez aussi une nouvelle directrice générale. Oui, effectivement, de nouvelles ambitions. Et donc une nouvelle directrice qui vient et qui nous offre plein de super pouvoirs. On va parler avec elle de digital, on va parler avec elle de circularité et quelque part de provoquer aussi un changement de la culture chez Decathlon pour être beaucoup plus centré sur les besoins finaux des utilisateurs sportifs. Et elle s'appelle Barbara. Elle s'appelle Barbara et elle est franco-espagnole. D'accord. Et sa dernière mission était à quel endroit ? Alors, Barbara, elle a fait beaucoup de choses. Je sais qu'elle a travaillé pour des grandes plateformes américaines, Google. Voilà. Après, je sais qu'elle a travaillé chez Texas Instruments également, mais je sais plus exactement. Pardon, non, mais elle vient pas de Dublin, c'est ça que je Pardon, voulais dire. si, excusez-moi. non, Barbara, c'était la patronne de tout le digital chez Ikea. Excusez-moi. D'accord, ok. Merci. Et chez toi, Florence aussi, tu as une direction espagnole au départ. Qui n'est pas espagnol. Oui, mais... Alors moi qui n'est pas nouveau, qui au contraire est un pilier de la FNAC, qui est le président de FNAC Darty, c'est Enrique Martinez, effectivement un espagnol, FNAC à la base, et qui quand FNAC et Darty ont fusionné en 2016 et après le départ d'Alexandre Bompard a pris la présidence de FNAC Darty. Ouais. Oui, c'est toujours intéressant, effectivement, de voir les pilotes. Mais c'est vous qui faites le business et c'est vous qui faites aussi les changements dans l'entreprise et la transformation, qui est un grand sujet. Chez toi, Florence, tu as une équipe de 250 personnes, c'est ça ? Un petit peu moins, ouais, 230, ouais. 230, mais couvrant des sujets tellement différents les uns des autres que... J'ai des sujets de marque, j'ai des sujets marketing, j'ai des sujets clients, j'ai des sujets d'outils CRM, c'est très vaste. Donc les 230 font plein de choses différentes. C'est très intéressant. Merci. Donc maintenant, à ton tour, Cécile Gaufriot, tu es chez Bonjour. BNP. Oui, chez BNP Paribas Personal Finance. Ouais. Et tu viens de l'échangeur, donc l'analyse du retail. Oui, exactement. Et d'analyser le retail pendant des années, ça nous amène à l'économie circulaire, puisque... à force d'analyser, d'anticiper le monde de la distribution, on ne parle pas simplement de nouvelles technologies. Quand on parle de futur, on parle beaucoup de sustainability. Et c'est pour cette raison que depuis 2 ans, on m'a donné les clés de l'économie circulaire pour embarquer l'intégralité des filiales de BNP Paribas Personal Finance, donc 7LM, le leader du crédit aux particuliers en Europe, mais sur une trentaine de géographies. Voilà. Une trentaine de géographies, c'est-à-dire une trentaine de pays. De pays, oui. Donc c'est essentiellement l'Europe. Oui, il y a des pays d'Amérique latine, Afrique du Sud, mais c'est essentiellement l'Europe. D'accord, très bien. Ouais. Bon, on va voir comment chacun de vous, dans vos entreprises, vous embarquez justement ces différentes structures, les entreprises
en interne, mais aussi pour les clients et les prospects. Donc, peux-tu nous dire rapidement, Cécile, comment BNP est impliquée dans l'économie circulaire? Alors, si pour ma part, en fait, du point de vue de cet LM, ce qui va être intéressant, c'est de développer des services qui vont pouvoir permettre d'allonger la durée de vie des produits, parce qu'en fait, le sujet, il est bien là, en fait, pour le groupe et pour ma partie. Donc, par exemple, soutenir la seconde main, favoriser le financement auprès de la seconde main. Donc, on a, par exemple, des acteurs dans le monde du vélo sur la seconde main ou des produits reconditionnés ou des véhicules d'occasion, hein, ce qu'on fait déjà historiquement. Mais là, l'objectif, c'est de s'intéresser à d'autres types de produits. Un groupe plus globalement comme BNP Paribas va évidemment s'intéresser à tous les investissements en fait en lien, en prise avec l'économie circulaire, donc supporter, soutenir les entreprises en fait qui s'orientent vers ce domaine-là. Par exemple, même proposer, là je prends l'exemple de Marks & Spencer, des prêts bonifiés. C'est-à-dire, on va vous proposer des prêts, mais il y aura un malus et un bonus en fonction des indicateurs que vous aurez, qui seront objectivés et qui peuvent être des indicateurs liés au zéro gâchis alimentaire ou tout simplement à la baisse de packaging, à la baisse du plastique. Donc en fait, il y a vraiment des carottes ou des bâtons, on va dire, sur les sujets. Ça va être aussi supporter les startups. Je sais que tu es très au fait, en fait de ce que fait BNP auprès du monde des startups, que ce soit par des voies de financement ou capitalistiques. Et puis, évidemment, accompagner plus précisément certaines verticales produits. Enfin, par exemple, on a Real Estate qui s'occupe beaucoup de bâtiments chez BNP Paribas. Il faut savoir que le bâtiment, c'est là où il y a le plus de gâchis. 13% des déchets dans le monde en fait proviennent du monde du bâtiment, c'est énorme, et l'impact carbone qui va avec. Et donc pour le coup, il est très important pour nous de pouvoir travailler en fait sur de la recyclabilité, sur des produits durables, sur une architecture aussi qui soit évolutive, qui permette d'optimiser l'occupation des sols. Et puis bien entendu, il y a d'autres verticales comme l'automobile, mais aussi en fait tout ce qui est matériel IT, sur lequel on est extrêmement présent, ou équipement des ménages, et sur lequel on va proposer en fait des garanties, des produits de réparation. Et il y a par exemple 2 filiales que vous n'imaginez pas qu'on a chez nous dans un groupe à 100%. Il y en a une qui fait du reconditionnement de matériel IT, qui est en Finlande et qui se développe en fait en Europe méditerranéenne en fait, et qui elle, son travail, c'est de reconditionner en fait du matériel IT. Et même là, je vous ai mis un accord avec Canon sur le médical, ou une autre en fait qui est Carapace en fait, qui accompagne la maintenance et la réparation des produits. Voilà. Merci pour ces précisions. Chez toi, Florence, chez Fnac Darty, donc, quel est votre positionnement? On voit effectivement s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable. Comment ça se concrétise? En fait, cette phrase, c'est la mission qu'a écrite le groupe au lancement du plan stratégique actuel, qui s'appelle Everyday, qui est le plan stratégique à 5 ans. C'est vrai que la RSE, c'est quelque chose en fait, qui existe sous une autre forme, etc., mais depuis très longtemps, puisqu'en fait, quand on regarde la création de Darty qui a 70 ans et la création du SAV qui est né dans les années 60, on voit bien que la réparabilité était déjà au cœur du modèle. Ce qui est vrai, c'est que le plan stratégique là, qui a été initié il y a maintenant 2 ans, a vraiment mis la consommation durable au cœur du modèle. Et notamment, et je vais partir par l'exemple, mais c'est pas grave, le plus bel exemple, je pense, c'est celui de, en tout cas le plus parlant, c'est celui de Darty, où on voit finalement que d'un opérateur qui vend des produits, on est en train de passer à un opérateur qui propose du service par abonnement à la réparation. Je pense que vous avez tous en tête, ou ceux qui ne le connaissent pas, j'en profite pour faire la promotion de Darty Max. Mais Darty Max, qui est ce service d'abonnement à la réparation, c'est quelque chose d'assez majeur dans l'évolution du modèle économique. C'est que finalement, on ne vous propose plus un prix d'achat pour un produit, mais on vous propose un prix de revient pour un produit, puisqu'en fait, on vous dit, achetez ce produit, certes, mais ce produit via un abonnement que vous allez payer tous les mois. Il est réparable à vie, tant qu'il sera réparable, en tout cas, donc tant que les pièces détachées existent, mais on tend aussi vers allonger cette partie-là. Et donc, on place vraiment la réparabilité au cœur maintenant, au cœur vraiment du modèle. Florence, je t'arrête, tu es une grande fan de Fnac Darty à titre personnel là-bas, qui pendant qu'on préparait la conférence m'a parlé pendant 20 minutes de sa propre expérience. Elle est vraiment stupéfaite. Ah oui, culturellement, c'est assez incroyable ce que vous avez fait, parce que vos propres réparateurs sont complètement... Ah ouais, mais ils sont picousés complètement à la circularité. Enfin, pour eux, c'est une fierté et c'est un engagement. Donc moi, je vous dis bravo. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'est une culture. Et j'ai la chance de m'occuper aussi d'un programme chez nous qui s'appelle Culture Client
Et la culture client, elle passe pas juste dans notre capacité à accompagner le client dans sa satisfaction, elle passe aussi dans notre capacité à accompagner le client dans sa satisfaction, mais également dans une plus grande capacité à faire un choix éclairé. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel le plan stratégique insiste, c'est que on veut emmener tout le monde vers une consommation plus responsable, mais pour que cette consommation responsable puisse s'opérer, elle demande que finalement le client soit en posture de responsabilité par rapport à son choix et donc par rapport à un choix éclairé. Et donc on aide le client à finalement à être plus sachant dans son parcours d'achat. Et en fait, pour être concret par rapport à nos clients et donc concret par rapport à vous, on a jalonné en fait le parcours de nos clients de différents services, différents actes qui permettent justement de se placer en posture de responsabilité. Et le premier de ce parcours, bien sûr, c'est je me lève un matin et je me dis tiens, j'ai besoin de changer ma machine. On est dans d'abord le bien choisir. Et à travers le bien choisir, on a plusieurs outils qui sont assez forts. Le premier, c'est Darty qui est allé travailler autour du score de durabilité. Ce score de durabilité, aujourd'hui, il mélange deux choses. C'est la capacité du produit à être réparé, donc sa réparabilité, et sa durée dans le temps. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces datas, en fait, elles sortent tout simplement de la courbe d'expérience de nos 3000 experts tout à l'heure dont on parlait, réparateurs, qui, en fait, au fur et à mesure, en fait, on historise en fait la capacité de réparabilité de ces produits et de durabilité, et en fait on en tire une courbe d'expérience. La deuxième chose, pardon, je veux bien que tu restes encore un quart de seconde sur celui-là. Le deuxième, c'est le baromètre SAV. Ce baromètre SAV, il est vachement intéressant parce qu'en fait, d'abord, il n'est pas fait par nous, il est fait par un tierce qui est Harris Interactive et qui en fait permet de ranker les fournisseurs dans leur capacité à être plus ou moins durables. Et en fait, la démarche, elle est extrêmement vertueuse. C'est que ça nous permet de mettre une forme de pression saine sur les fournisseurs pour les pousser à être plus réparables, puisqu'en fait, un fournisseur qui nous proposerait un produit dont l'indice de durabilité, par exemple, est inférieur à 6, on est sur une échelle de 1 à 10, on s'autorise à le sortir de notre référencement. Donc forcément, ça pousse tout le monde dans une démarche qui est intéressante. Et ce baromètre, il est aussi public. Pour nos clients, il est publié, etc. Et donc ça permet de s'y retrouver, nous, clients, aussi dans la galaxie des fournisseurs. Et puis peut-être le petit dernier qui est intéressant sur le bien choisir, c'est ce qu'on a appelé chez nous la livraison éclairée. Donc décidément, on essaye vraiment d'éclairer les clients. Et la livraison éclairée, c'est quand vous êtes sur un de nos sites internet, Fnac ou Darty, et que vous décidez d'opter pour une livraison. En fait, tout simplement, au moment où vous choisissez tel ou tel type de livraison, je choisis le click and collect, je choisis une livraison normale, je choisis une livraison express, on vous traduit en fait l'impact de cette livraison en bilan carbone. Et donc, vous faites votre choix en responsabilité. Il ne s'agit pas d'être en aucun cas donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais simplement de dire à un moment, bah, voilà, le choix que vous faites a tel impact sur l'environnement. Donc ça, on est dans le bien choisir. On a ensuite les sujets autour du bien entretenir, parce qu'évidemment faire durer un produit démarre d'abord par bien l'entretenir. Alors là, on a des milliers de tutos. Moi, j'ai découvert ce que c'était. Alors là, je vous mets au défi de regarder ça, parce que honnêtement, c'est hyper intéressant. Vous regardez le bien entretenir, une machine à laver, un lave-linge, un machin, et vous allez vous rendre compte que vous faites rien de ce qu'il faut faire. Mais honnêtement, si vous le faites, c'est assez vertueux, c'est-à-dire que vraiment vos produits vont durer plus longtemps et c'est vraiment pas grand-chose. Mais en fait, moi, je me suis aperçue que je faisais tout mal. Donc Darty Max, dont j'ai parlé, hein, donc 3 niveaux de réparation. Et Darty Max, en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on ne fait pas que réparer. En fait, Darty Max, on vous aide aussi à justement bien entretenir. Et par exemple, dans Darty Max, quand vous êtes abonné à Darty Max, vous avez une fois par an un réparateur, un de nos experts, qui propose un diagnostic et il propose de venir chez vous pour faire le tour de tous vos appareils, pour vous expliquer justement comment mieux les entretenir, comment aller chercher de la durabilité, qu'est-ce que vous faites mal, etc. Le but étant pas de vous vendre un nouveau produit, c'est bien justement de vous dire, si vous voulez le faire durer, voilà ce qu'il faut faire. Puis peut-être le sujet de WeFix, qui est une société qu'on a rachetée il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, qui sont en fait des corners de réparation aussi sur les smartphones, qui sont directement intégrés au cœur de nos magasins. On en a fait des corners dans les magasins. Et puis cette fameuse communauté SAV, alors moi aussi qui m'a bluffé quand je suis arrivée, ça aussi chez Darty, puisqu'on a
plus de 10 millions de conversations et de clients qui s'échangent les tips. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire des tutos. Je peux vous dire, quand vous cherchez un truc pour réparer un lave-linge, c'est juste énorme. Et voilà, vous interagissez sur la communauté, elle est très 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 active. C'est des sujets, et c'est une bonne manière aussi de prendre la température de ces sujets-là dans la société. C'est qu'en fait, ils sont vraiment au cœur des préoccupations des gens. Est-ce que tu vas parler de l'académie ensuite ? Je vais parler de la seconde vie d'abord, hein, parce que un des leviers, bien sûr, hein, pour finalement s'inscrire dans une démarche de responsabilité, c'est aussi celle de savoir reprendre les produits de seconde vie et puis de leur offrir une seconde vie. Donc nous, on reprend les produits et surtout on les vend. Ce qui est peut-être intéressant dans la manière dont on le... Et je ne sais pas d'ailleurs si on le vit tous de la même manière, enfin peut-être c'est plus avec toi, j'y viens chez Decathlon, mais nous, les produits de seconde vie, en fait, on a décidé de ne pas en faire un sujet à part dans l'entreprise. Donc d'abord, ce n'est pas une BU à part dans un petit coin pour bien faire, c'est directement intégré comme une verticale de produits à la direction commerciale. Et après, dans un magasin, la seconde vie, elle est intégrée au reste des produits. C'est-à-dire que si, par exemple, vous cherchez une machine à laver, vous allez voir machine A, machine B, machine C, ce sont des machines neuves. Machine D, c'est un produit de seconde vie qui est intégré dans son merchandising et vraiment au cœur de la catégorie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est aussi pour donner de l'accessibilité prix sur de la premiumisation. Donc vous êtes capable demain de vous acheter un produit finalement plus premium avec un niveau de qualité de seconde vie, mais avec un niveau de prix inférieur et un niveau de qualité qui est tout aussi bon, puisqu'on garantit les produits de la même manière, on vous les installe de la même manière, on vous les livre de la même manière. Donc la seconde vie est vraiment au cœur du modèle chez nous. Et c'est bien de noter que vous ne l'appelez pas produit d'occasion ou seconde main. Je pense que alors on les appelait jusqu'à il y a peu de temps voilà. Produits d'occasion, on vient de le rebaptiser. Honnêtement, on a beaucoup tergiversé sur le sujet parce que n'empêche que ça a été un débat parce que produit d'occasion, c'est le produit qui est sur Google, c'est la recherche qui est de très très loin la plus performante. Donc on a quand même pas mal hésité parce qu'il fallait qu'on arrive à faire les ponts entre quand même produit d'occasion et seconde vie qui est moins tapé en spontané en fait. Hein. Donc ça reste quand même... D'ailleurs, c'est intéressant parce que chez Mathilde au Bon Coin et Caroline qui est dans la salle, vous l'appelez seconde chance, c'est ça ? Seconde chance, oui. La seconde chance, c'est pour le consommateur, c'est pour le produit, c'est pour la planète, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde. Non, mais effectivement, nous, on ne voulait pas se réduire uniquement à de la seconde main, parce qu'on met là-dedans du reconditionné, des produits, je vais en parler un peu, des modèles d'expo comme Petite Rayure, enfin, des produits qui n'ont pas eu forcément la chance d'être vendus une première fois. Ben, on leur offre un deuxième canal pour être vendus. Intéressant. Peut-être juste le dernier pilier de nos parcours clients, c'est la partie recyclage. On a aujourd'hui à la FNAC et chez Darty beaucoup de partenariats qui permettent justement le recyclage de nos produits. Alors beaucoup de choses autour du livre à la FNAC qui sont très intéressants et qui sont vraiment des phénomènes très montants dans le commerce chez nous. Et puis peut-être un dernier point que je n'ai pas fait apparaître sur les slides, mais qui est intéressant aussi dans la capacité à interpeller le client sur ces sujets-là en permanence. À la FNAC, je pense que vous avez tous en tête, ou la plupart, le programme adhérent de la FNAC, FNAC+, où aujourd'hui on a lancé en fait depuis une quinzaine de jours une cagnotte responsable, où en fait dans votre cagnotte FNAC+, quand vous êtes un adhérent FNAC, si vous l'êtes, parmi nos 10 millions de clients, désormais en fait vous pouvez cagnotter, gagner des euros si vous faites des actes responsables. Donc il y en a 8. Je vous donne 2-3 exemples. Vous choisissez un click and collect plutôt qu'une livraison, on vous verse 1 euro. Vous choisissez un produit de seconde vie plutôt qu'un produit neuf, on vous verse X euros. Voilà, on a 8 actes responsables qu'on active en permanence et sur lequel en fait aujourd'hui on interpelle nos clients aussi pour les mettre dans cette démarche de responsabilité au cœur aussi de leur fidélité, quoi. Parfait, merci pour toutes ces explications. Et on va passer chez Decathlon, à savoir si seconde life, seconde vie, seconde chance, seconde Trocathlon, comment ça se passe sur le positionnement ? Est-ce que tu peux nous en parler, Julien ? Ouais, merci beaucoup. Je vais essayer sachant que ton titre est leader seconde vie, seconde life.
en anglais. Pour ma part, ce sera Second Life, comme ma responsabilité elle est globale et que donc on est actif sur 62 pays. En revanche, en ce moment même, il y a une activité commerciale en cours sur la partie France et on ne parle pas de seconde vie, on va parler de produits reconditionnés. On avait ce débat à Occasion, etc. Donc finalement, dans les années 2017, on est né sur la partie Occasion. Puisqu'en fait l'activité legacy, parce que notre héritage c'était le trocathlon. Aujourd'hui le trocathlon c'est quelque chose qui s'efface un petit peu derrière un programme de reprise. J'adore cette slide parce que le gars c'est devenu un ami, c'est un vendeur, il s'appelle Nicolas, c'est un Italien, il est rigolo, il a une humanité extraordinaire et ce garçon en fait, ça partait, là pour le coup c'est lui, mais il y avait d'autres personnes chez Decathlon qui voulaient raconter une histoire supérieure aux produits d'occasion. On avait aussi ça dans les études, mais peut-être qu'on n'avait pas assez de courage. Globalement, il manquait des garanties pour les utilisateurs. C'est une belle marque de confiance et on vend des produits sans des garanties, ça ne marche pas. Donc on est passé à ce programme de reprise où finalement on a une responsabilité supérieure. On va vous vendre des produits qui sur ce slide-là, on voit, ont été contrôlés par des experts. Sur le slide précédent, il y a quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important, notamment dans le cadre de ce salon du marketing. C'est cette jeune fille. Alors pour la photo, elle s'appelle Colline, elle était étudiante chez nous, mais aujourd'hui dans ce rôle-là, ce n'est pas une cliente, c'est un fournisseur. Et c'est là où je vous dis que Decathlon est en train de passer d'une logique de retail à une logique de plateforme. Une logique de retail, ça invite un client à venir, dans le cadre d'un programme de reprise, prendre un chèque pour rééquiper son foyer avec des produits neufs. Ce n'est pas ce qu'on veut faire chez Decathlon. Chez Decathlon, ce que l'on veut faire, en fait, c'est dans une logique de plateforme, chaque fonctionnalité de Decathlon doit devenir la meilleure mondiale. Donc dans ce cadre-là, imaginons que Colline a déjà acheté un vélo pour son amoureux la semaine précédente. Elle n'a pas besoin d'un bon d'achat. Imaginons que Colline est en train de déménager de Lille pour aller suivre un DEA en Suisse. Elle n'a pas besoin, elle a juste besoin de faire de la place. Donc c'est pour ça que dans ce programme de reprise, on a décidé, à contre-courant de ce que parfois nos CEO nous demandaient, d'aller faire de la rétribution comme on a par exemple sur une plateforme comme Le Bon Coin, puisque ça fait sens pour ce fournisseur. Et donc, si l'on fait ça N fois, ce que cela va produire, c'est tout un tas de produits. Là, on voit des vélos, mais en fait, c'est tout un tas de produits de sport qui vont être, et je te suis complètement là-dedans, au plus proche des autres produits de l'offre Decathlon, dans lesquels il y a des produits neufs appartenant à Decathlon, il y a de la marketplace, etc., pour finalement proposer aux utilisateurs ce qui fait sens à cet instant de leur vie, en préparant des vacances en Corse, en préparant une rentrée scolaire ou en retournant au travail après des vacances au Costa Rica, par exemple. Et donc, ça me rappelle quelqu'un. Hein. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, en fait, vous commencez à décarboner l'entreprise. Puisque finalement, le pilotage de l'activité seconde vie va remonter jusqu'à la prod en leur disant, amis de la prod, on a besoin de 5%, 10%, 15% de moins de vélos au fur et à mesure. Et donc, on vient apporter sur un territoire uniquement ce dont il a besoin en termes de carbone. Et modestement, hein, je vous partage ça avec beaucoup d'ambition, mais c'est un processus qui démarre chez Decathlon. Pour bien le faire démarrer, encore une fois, dans le cadre de ce salon-là, on a des fonctions qui deviennent des fonctions essentielles. Savoir acheter, savoir revendre. Et là, tout le modèle de données de l'entreprise, s'il n'est pas extrêmement bien posé, bien documenté, avec des compétences extrêmement habiles et ingénieuses autour de ses responsabilités, on sera en échec. Donc là, pour le coup, définir un programme de reprise, une stratégie pricing, une arborescence pour qu'un utilisateur, en partant de zéro, retrouve bien rapidement son modèle en quelques clics, c'est des défis qui nous font face. Donc c'est l'expérience utilisateur, UX. C'est ça, donc ça part de la UX. Finalement, mon utilisateur, si je devais être la meilleure fonction dans le monde pour lui permettre de se séparer de ses produits, à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, en ce moment, je fais aussi un peu de pub en venant vous voir là pour les talents qui sont présents dans cette salle. Decathlon, c'est aussi immédiatement là, une communauté de 3 à 5 000 personnes qui travaillent sur de la tech et il y a 350 postes qui sont ouverts sur ces fonctions-là et typiquement, nous, sur ces fonctions-là, on a besoin aujourd'hui d'une dizaine d'ingénieurs software.
on a besoin d'un data scientist et de 2 product managers et aussi d'une personne experte sur le pricing. En fait, tu fais de... Florence aussi a besoin de recruter, alors Voilà. vous faites Donc après, employeur advocat ici. Voilà, et donc que ce soit chez Decathlon, enfin concrètement dans cette économie-là, on parlait de Martin qui travaille chez vous, on se fait rapidement des relations dans ces réseaux-là, etc. On parlait de Zidane également, donc c'est une communauté, la seconde vie, qui est extrêmement fair, parce qu'en fait on a tous cette même cause de proposer quelque chose qui fasse sens, mais quelque chose qui soit juste. On ne veut pas faire des millions pour faire des millions, on veut faire des millions pour décarboner les modèles de nos entreprises. Et pour ça, en fait, on a besoin aussi de nouvelles sources de financement. Donc, je suis très content de ce panel. Et je crois qu'en Europe, de toute façon, il y a des prévisions du World Economic Forum, donc le Forum économique mondial, qui dit qu'il y aura 700 000 emplois liés à l'économie circulaire en 2030. Donc, c'est pas ce que vous illustrez dans vos entreprises, c'est tout à fait une réalité. Florence, tu cherches quel type de profil tant qu'à faire? Pas les mêmes, j'espère. J'avais pas du tout prévu ça. Ouais, moi j'ai plusieurs postes effectivement au pricing. Effectivement, c'est des sujets, alors pas forcément au pricing pur, mais ce qui est vrai, c'est que ces sujets-là sont des sujets qu'il faut raccrocher très vite au pilotage de la performance. C'est-à-dire que ce n'est pas des sujets qui doivent vivre dans leur coin, c'est des sujets qui sont extrêmement vertueux et qui doivent venir aussi prouver que ça augmente au global la valeur de l'entreprise. Et donc le pilotage de la perf chez nous est un très gros sujet d'actualité. Et Julien, puis, vous avez vendu combien d'objets en 2022? Voilà, donc là, on a arrondi à 600 000, donc ce qui est tout à fait modeste dans la représentation de ce que peut être l'écosystème Decathlon. Là où on est plutôt satisfait, c'est que c'est un modèle économique qui est maîtrisé et donc qui engage l'ensemble des parties prenantes, jusqu'à nos actionnaires, jusqu'au système de primes de nos collaborateurs. Chaque collaborateur de Decathlon France est primé mensuellement et la moitié de sa prime est calculée sur la progression de la part de ses activités. Donc on est en train d'engager un grand nombre de personnes pour faire un minima x2 chaque année. Un bel exemple effectivement de motivation. Alors, chez Le Bon Coin, vous êtes né, en fait c'est digital native et RSE native en tout cas. Donc comment vous faites chez vous? Parce que en parlant avec vous, vous m'avez dit que vous avez formé par exemple d'autres organisations comme Label et Maüs à utiliser un peu des business models que vous connaissiez. Oui, nous par nature, effectivement, on est né, on était leader de l'économie circulaire, donc c'est ce qui nous porte au quotidien depuis la création du Bon Coin en 2006. On est vraiment, notre mission, c'est de donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien. Donc c'est la fierté de tous les collaborateurs d'accompagner tous les Français dans leur vie du quotidien et dans les grands moments aussi, les grandes étapes de leur vie. On a un rôle sociétal et environnemental fort. Je vous ai mis quelques gros indicateurs. Le Bon Coin, chaque année, c'est à peu près 30 millions de biens qui ne sont pas jetés. Oui, à peu près 40 millions, je crois, qui ne sont pas produits. Donc on a vraiment un impact fort sur la planète. C'est aussi un impact sur le porte-monnaie des Français. C'est à peu près 260 € économisés pour les vendeurs et je crois que c'est 310 € côté acheteur tous les ans. C'est une moyenne. Donc on a aussi, dans le contexte actuel, c'est important. Les Français cherchent à aussi mieux consommer et moins consommer en termes de revenus et d'impact sur notre porte-monnaie. Et puis, comme tu le disais, on a aussi, on travaille historiquement sur du C2C, mais on a développé sur nos marchés cœurs qui sont l'immobilier, l'automobile, l'emploi, beaucoup notre contenu professionnel depuis déjà plusieurs années. Et moi, là, avec mes équipes depuis déjà maintenant 3 ans, on travaille à développer le contenu des biens de consommation de professionnels pour venir enrichir notre catalogue de produits avec des produits qu'on appelle effectivement de seconde chance, puisque les professionnels sont aussi amenés à avoir ces problématiques de produits. Alors il y a de la seconde main, mais il y a aussi des produits reconditionnés, il y a aussi des stocks d'anciennes collections qui prennent de la place et qui coûtent de l'argent à être entreposés, des modèles d'exposition qui ont une rayure et qu'on n'arrive pas à vendre au prix normal. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer aux professionnels une solution sur notre plateforme pour aller liquider et vendre ces produits auprès de notre audience qui est 100% intentionniste, qui vient chercher les bonnes affaires. Donc on développe maintenant depuis 3 ans, et notamment là en septembre, on a changé notre modèle, notre business model.
Historiquement, le Bon Coin pour les professionnels, c'est un modèle de petite annonce où vous payez pour diffuser. On est passé sur un modèle de marketplace. Donc pour les professionnels, vous ne payez pas pour diffuser votre catalogue, vous payez une commission sur les ventes. Et ça, c'est révolutionnaire à l'échelle du Bon Coin. Et on veut vraiment se positionner comme le partenaire de tous les professionnels, puisque 100% des pros aujourd'hui, soit des retailers, des pure players, etc., ont des besoins de trouver des plateformes pour écouler ce type de produit. Pour écouler, mais effectivement pour éviter de produire, sachant qu'on sait par exemple dans l'IT que 54% d'un objet, de sa consommation en GES, donc gaz à effet de serre, c'est lié à la production. Donc en fait, vous offrez, et tous les exemples qu'on a vus, des solutions pour produire moins et allonger la durée de vie et lutter contre l'obsolescence programmée. Tout à fait. Peux-tu nous donner un exemple de ce que vous faites avec des retailers et justement sur vos engagements? Oui. Alors là, ce que vous voyez à gauche, c'est effectivement, on travaille avec le réseau Boulanger et Auchan. On travaille avec chaque point de vente, donc on discute avec la tête de réseau. Et aujourd'hui, tous les magasins des réseaux Boulanger et Auchan ont leur petit compte pro Le Bon Coin et vont aller diffuser sur Le Bon Coin leurs produits, justement, que j'évoquais, le déstockage, des modèles d'expo. Et donc, vous allez retrouver, notamment, si vous allez dans les magasins Auchan, il y a un petit QR code avec « Retrouver nos produits sur Le Bon Coin ». Et ils diffusent ils écoulent tout ce type de stock sur la plateforme. Donc on a vraiment un rôle de partenaire qu'on développe. Alors là, on a des exemples de réseaux de retailers, mais on a aussi des pure players e-commerçants qui utilisent notre plateforme. Donc on veut vraiment être le partenaire de l'intégralité des professionnels aujourd'hui en France. Une solution 100% française. Il n'y a pas de vendeur chinois de produits 100% neufs sur Le Bon Coin. Ce n'est pas notre ADN. Et on veut le respecter, notre ADN C2C. Mais voilà, vous allez aller chercher du produit de seconde vie. Et puis, on a mis aussi un exemple d'une initiative qu'on soutient depuis maintenant 2018, qui s'appelle « Mon centre-ville a un incroyable commerce ». Là, l'idée, c'est d'accompagner aussi les porteurs de projets en local et d'aller aider aussi à redynamiser les centres-villes. Et donc ça, c'est une initiative qu'on aime beaucoup chez Le Bon Coin, qu'on accompagne, que les collaborateurs du Bon Coin peuvent accompagner du coup pour aller aider à développer le business model, donner des conseils sur le développement des plateformes, etc. Pour redonner du dynamisme local. C'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur au sein du Bon Coin, qui est dans notre ADN. On parle beaucoup de marketplace, de livraison, d'envoi, mais on veut conserver l'ADN de contact et créer du lien. Là, c'est une initiative, mais aussi au quotidien, on veut le porter. Et soutenir les magasins de proximité qui, sinon, vont fermer les uns après les autres. C'est ça. Qu'est-ce qui fait, Cécile, d'après toi, que tout change au niveau, effectivement, des retailers, comme on le voit, ou des plateformes qu'on voit Peux-tu nous donner, en tant qu'analyste de l'économie circulaire, ton explication? Il y a un point quand même qui est hyper important. On a dans ce panel 3 super champions de l'économie circulaire. Moi, comme je travaille dessus, je suis émue presque, parce qu'en réalité, ce sont des entreprises qui sont extrêmement engagées sur le sujet, qui travaillent fondamentalement leur modèle, mais qu'on se dise les choses droit dans les yeux. Ce qui va faire bouger les choses, c'est la législation, c'est le régulateur. On n'a pas le choix. On est conscient quand même qu'il n'y a que 9% des ressources actuellement qui sont exploitées de la terre, enfin, ce n'est pas actuellement, il y a 2 ans, qui sont recyclées et qui ne sont pas incinérées, qui ne sont pas perdues finalement. En 2 ans, on est passé à 7%. Hein. On a encore reculé là-dessus. Il y a une urgence. L'économie circulaire, c'est pourtant quelque chose qui est du bon sens paysan. C'est de l'économie. On économise en fait les ressources. C'est normal. On est parti en vrille depuis quelques décennies. Et ça ne fait qu'en 2012, ce n'est qu'en 2012 que l'ONU a évoqué l'économie circulaire, a émis une définition et a commencé des groupes de travail qui d'ailleurs ont surtout fait travailler l'Europe et l'Asie. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va s'accélérer sur l'économie circulaire et qu'il y a en fait un plan européen autour de l'économie circulaire qui développe un certain nombre de mesures, 54, qui a été voté en 2015, qui est appliqué en 2016, et ces mesures sont
vont être effectivement de plus en plus contraignantes. Enfin, c'est un peu la carotte et le bâton, parce qu'il va y avoir aussi des incitations, mais qui vont se dérouler, qui vont faire en sorte que les pays, progressivement, vont devoir appliquer des directives. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce qui a alerté finalement l'ONU, ça a été un rapport de la Banque mondiale qui a évoqué le fait que dans les 20 ans qui allaient suivre, les villes des pays en voie de développement allaient doubler leur part de déchets. Et c'est souvent sur les déchets qu'on parlait d'économie circulaire, rappelez-vous. En fait, c'est le déchet en fait, qui pose problème. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est d'ailleurs, en tant que BNP Paribas, les ONG de plaidoyer, on les a sur le dos, sur particulièrement le plastique. C'est pas fantastique. Et surtout, il faut absolument effectivement lutter contre ça quand on voit la pollution qu'il y a dans les océans et que d'ici 2050, de toute manière, il y aura autant de plastique que d'animaux marins. Donc aujourd'hui, on a effectivement des directives qui tombent et heureusement, l'Europe est très très présente là-dessus. Mais ce qui va être important à avoir en tête, c'est que ces directives ne vont plus être simplement sur les déchets, mais vont tourner tout autour de la loupe de l'économie circulaire, c'est-à-dire à la fois effectivement des logiques d'éco-conception sur lesquelles on va être hyper attentif, des logiques de durabilité des produits, des logiques d'employabilité, de recyclage des produits. Et tout ceci effectivement va progressivement s'égrener. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on est en France. Vous avez l'impression qu'en fait, on parle beaucoup d'économie circulaire. Mais pourquoi ? Parce qu'en plus, on a une loi, la loi AGEC, en fait, qui est une loi qui contre le gaspillage, qui égrène progressivement en fait, ces directives. On est déjà en avant-poste, en fait, alors avec des DARTI qui ont travaillé sur les indicateurs de réparabilité, de durabilité, mais on a déjà effectivement imposé des normes, en fait, autour et des affichages autour des indicateurs de réparabilité, ce qui n'est pas le cas en Europe et ça va arriver en 2024. On est en avant-poste sur le sujet. Donc, aujourd'hui, en fait, si on veut effectivement garder quelques points en tête de cette évolution, je dirais qu'il faut regarder 5 points. Le premier, en fait, c'est que le cahier des charges de l'économie circulaire, de ce sujet-là, s'intensifie, s'accélère, va devenir un sujet extrêmement présent. On parle beaucoup, effectivement, du climat, de l'impact carbone. De toute manière, en fait, l'économie circulaire permettrait en fait, de baisser de 39% les gaz à effet de serre. Donc, de toute manière, c'est en lien avec. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va se développer et se démultiplier sur bien des points parce que la révolution circulaire, c'est une révolution de système. Donc, elle va toucher tous les pans, effectivement, de notre économie. Le deuxième point, c'est que l'Europe est pionnière. L'Europe est en avance et a fortiori la France. Alors vous me direz, il y a des pays nordiques qui sont très en avance, mais la France, en fait, c'est pas la même taille. Hein. Et donc là, pour le coup, en fait, la France s'empare terriblement de l'économie, effectivement, circulaire, avec des applications en avant-poste. Troisième point, c'est qu'il va être important d'harmoniser les pratiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a des filières en fait, à développer. Si les filières ne sont pas harmonisées, en fait, si je n'ai pas la logistique, si je n'ai pas effectivement des applications qui se font, en fait, des lois dans certains pays quand on travaille à l'international, parce qu'on ne peut pas tout hyper localiser, même si le local est important, il va falloir harmoniser tout ça. Et justement, quand je parle de filière, en fait, ce que l'on constate, c'est que les maturités des écosystèmes sont éparses. Moi, je travaille beaucoup à l'international et je peux vous dire, en fait, qu'un système polonais et un système français ou espagnol, ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'en fait, le degré de maturité n'est pas le même. Et que les obligations légales qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on a aujourd'hui et demain vont devoir totalement de réinventer en fait les filières. C'est-à-dire que si je dois à un moment donné récupérer du lithium sur un téléphone ou en fait travailler sur une filière de récupération de téléphone, j'ai pas forcément les filières en fait pour pouvoir le faire. Et ça va être des enjeux extrêmement importants. Et pour boucler effectivement avec nos champions, ben en gros, ce qui va se passer, c'est que ce sont les acteurs qui sont embarqués en premier plan en fait qui auront un cran d'avance parce qu'on n'aura pas le choix. Voilà. Donc aujourd'hui, gardez en tête quand même que la législation va être très très forte en fait et va s'accélérer sur le sujet et qu'aujourd'hui, tant mieux s'il y a des boîtes qui montrent l'exemple. Ça fait résonance avec ce que disait Jean-Philippe Slovès ce matin de la Redoute. Oui. On passe à vos conseils, donc à cette partie conseils, les doux et les dantes. Et Julien nous envoie des superbes photos, donc il va nous expliquer pour nous transposer dans cet imaginaire. Je vais essayer d'être assez productif. J'ai tenté d'être illustratif. Il n'existe pas une autoroute, clairement pas.
Personne ne vous attend avec un grand projet, et avec une structure prédéfinie à 3 ans dans laquelle vous aurez un livrable avec un cahier des charges. En revanche, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est décrire le lieu ou en tout cas la direction la plus désirable pour votre enjeu. Donc nous, personnellement, on s'est mis à quelques-uns dans une salle, on a réfléchi, et en fait, clairement, ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a 2 modèles qui sont très importants, le modèle locatif et le modèle Second Life, qui vont permettre de mettre dans les mains d'utilisateurs, de manière sécurisée, des produits reconditionnés et remis dans un état de fonctionnement parfait. Maintenant, je vous parlais de data science, je vous parlais du UX, etc. On va avoir les réponses jour après jour et nous allons progresser jour après jour avec beaucoup de modestie, encore une fois. Mais donc, dans cette logique, en fait, ce sont aussi des erreurs qu'on a commises. Hein. Là, chez Decathlon, c'est un grand groupe et donc on a eu le tort de dire je vais vous donner une grande responsabilité avec un grand pouvoir économique et finalement un exercice avec un grand plan qui ne s'est pas si bien déroulé que ça. Les systèmes informatiques n'étaient pas disponibles, les équipes n'avaient pas compris le changement, les actionnaires ne validaient pas cette roadmap économique avec des ratios qui n'étaient pas encore complètement sécurisés. Alors que finalement, si pas après pas, vous partez peut-être avec des centimes, mais en tout cas avec beaucoup d'humilité face à la tâche, je discutais avec ma collègue, combien de retailers ont décidé de créer leur plateforme C2C? Mais pourquoi? Vous avez interrogé les gens qui vont sur le Bon Coin tous les week-ends pour savoir s'ils ont besoin de chachacha.c2c.fr? Parce que moi, je connais personne qui a, je vais prendre un exemple, Decathlon, je connais personne qui se dit, tiens, ce week-end, je vais vendre mes produits Decathlon sur la plateforme Decathlon et puis les produits d'Intersport, je les mettrai sur une autre plateforme. Donc, ces choses-là, qui sont de l'ordre des grandes responsabilités avec une démarche qui ne correspond pas à de la discovery, de la UX, comme on doit la mettre en place, vous allez cramer du cash et ce cash, vous en avez sûrement besoin pour faire autre chose. En revanche, si vous partez avec des centimes, dans le cadre d'une stratégie qui aura du succès, mais que vous avez un écosystème qui ne sera pas capable de vous donner du cash pour aller là où vous devez aller dans la bonne temporalité, c'est aussi dangereux. Et le dernier point, vous avez Playmobil contre Lego. J'adore les Playmobil. Le sujet n'est pas là. En revanche, brique après brique, sur cette boîte de Lego, vous avez la possibilité de monter 3 châteaux qui correspondent à des expériences de château fort différentes. Force à parier que si vous voulez monter une petite voiture avec ce truc-là, vous pouvez aussi le faire. Je vous parlais plutôt de système d'information. Si dans votre architecture informatique, si dans votre architecture des compétences, des skills humaines, vous n'avez pas la capacité à shifter de modèle, comme à la consoeur vous la partagez, hein, de passer d'un modèle distributeur à un modèle de marketplace par exemple, vous aurez des problèmes et vous mettrez beaucoup de temps à effectuer des changements pour lesquels des tout petits vont arriver et grandir très vite. Donc je pense qu'il est très important dès le début, même modeste, à démarrer une stratégie de manière modulaire, en développant module après module une grande stratégie. Merci, ça nous donne envie de jouer aussi simplement avec l'informatique et les systèmes informatiques qu'avec des Lego. Mathilde, quels sont les conseils, les do's et les don'ts? Moi, dans la même lignée que Julien, le premier, je pense, c'est le plus important, l'agilité. Je pense que dans les équipes produits et tech, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué. Comme je l'ai monté côté Le Bon Coin dans les équipes produits et tech, je l'ai apporté côté marketing et stratégie. C'est quelque chose d'important parce que je vous le disais, on a changé de modèle en effet, mais on ne l'a pas fait comme ça en appuyant sur un bouton du jour au lendemain. On l'a fait étape par étape et en fait on a testé des choses, on a mesuré, tu parlais aussi de la data, c'est quelque chose d'important, on teste un petit bout, on mesure et on réajuste. Et ça, quand on enclenche des virages tels que changer un business model ou lancer une gamme de produits différentes, etc., c'est important de donner les moyens de le faire et de ne pas tout de suite vouloir faire des millions, mais voilà, d'itérer pour avoir la bonne solution. Les 2 autres qui sont les missions, valeurs et le respect de son ADN, c'est quelque chose de très important pour nous. Encore une fois, on pourrait décider de dire on ouvre la vanne de tout le contenu professionnel du neuf chinois que j'évoquais tout à l'heure et on se fait des millions d'euros parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais non, il faut respecter ses valeurs, respecter son ADN, toujours s'ancrer dans notre mission et notre vision.
Et ça, c'est quelque chose de très important. Et voilà, ne pas s'égarer. Et puis, dans les dons, c'est un peu... la vision court-termiste, elle va avec ça. C'est de se dire, je lance un produit, je sais que je vais faire du cash rapidement, mais je ne vois pas le coup d'après. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est un basique, mais c'est important de se le redire. Il faut se construire la vision long terme et y aller étape par étape et de se dire comment je capitalise et je construis un produit qui a un futur sur plusieurs années. Et puis la négligence interne, externe, ça c'est quelque chose d'important aussi chez Le Bon Coin. Et je pense qu'il ne faut pas négliger. C'est que ce que je veux appliquer pour mes utilisateurs, je l'applique aussi en interne. Et ça, c'est quelque chose, je vous l'évoquais, on a des collaborateurs qui sont très impliqués dans la mission au quotidien. On essaye de porter ça dans la manière dont on travaille au quotidien, dont on porte notre bienveillance, dont on s'entraide, dont on accompagne des associations. Voilà, on essaye vraiment d'être le reflet de ce qu'on veut apporter à nos utilisateurs. Combien de collaborateurs chez Le Bon Coin? On est 1600 en France. 1600 en France. Oui. Ah oui, c'est quand même un bel employeur. Mais parmi les 1600, le profil, c'est plutôt alors, commerce ou tech? Il y a, je crois, 600 ou 800 tech. Et puis après, c'est des forces commerciales. Il y a beaucoup de tech, beaucoup de forces commerciales. Puis après, des équipes support et tout le reste. Merci beaucoup. Cécile, quels sont tes conseils, les do's et les don'ts? Et ensuite, on écoutera Florence. Justement, je capitalise sur ce qu'a évoqué Florence tout à l'heure, qui était vraiment la pédagogie, en fait, l'accompagnement des consommateurs. Lorsque tu m'as demandé les do's et les don'ts, il y a tellement de do's et de don'ts qui peuvent exister. Mais il y a une chose, en fait, qui est importante à avoir en tête. Dans l'Observatoire 7LM, on a fait pas mal d'études et 9 Européens sur 10 déclarent déjà s'engager dans une autre consommation plus responsable. Alors, déclare, nous sommes bien d'accord, mais pour autant, il y a une volonté. On a réalisé une étude spécifique sur l'économie circulaire, dans lequel, pareil, 9 sur 10, lorsqu'on leur parle des indicateurs de réparabilité et durabilité, disent qu'ils seront prêts à les prendre en compte, donc bonne nouvelle, dans leurs arbitrages, et 7 sur 10 à même payer plus cher. Donc ce qui est important en fait derrière ça, c'est qu'on voit que le consommateur s'interroge et a besoin en fait d'être accompagné et d'avoir des éléments de pédagogie. Donc là, moi, je vous ai pris un exemple typique en fait d'un partenaire qui est Galeries Lafayette, en fait, qui lui a monté son label. Alors on va se dire ça fait trop de labels, mais c'est un peu comme les Yuka. Enfin, ça permet effectivement d'établir des grilles de lecture pour pouvoir aller choisir des textiles qui vont être plus ou moins engagés. Mais ce que je trouve intéressant en fait dans ce type d'approche, et je pense que c'est pour tout le monde la même chose, c'est que ce sont des approches qui sont apprenantes, progressives. C'est-à-dire que le niveau en fait d'exigence de Go for Good, le label de Galeries Lafayette, a augmenté au bout de 4 ans, parce qu'à partir du moment où ils ont considéré qu'ils avaient 25% en fait des produits qui étaient labellisés, il était préférable d'augmenter le niveau d'exigence que d'en labelliser plus. Donc vous voyez, en fait, c'est ce type d'exigence qu'on doit avoir. Après, il y a un point en fait qui me paraît très important, c'est le prix. Aujourd'hui, on est amené à subir une inflation durable, qui va toucher durablement les foyers et qui va poser effectivement la question de ces fameux arbitrages en faveur en fait de la RSE, de la responsabilité. Quand on voit ce qu'a fait C'est qui le patron, tout le monde connaît, j'espère C'est qui le patron, je ne demande pas à lever la main, ça me ferait du mal si je vois qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais en tous les cas, le travail qui a été fait par Nicolas Chaban et son équipe a vraiment permis de donner une vraie dimension holistique du fair price, du prix. Et aujourd'hui, en fait, quand on achète, par exemple, chez Darty ou Decathlon, mais je prends votre exemple, en fait, ce qui est important, c'est de se dire, je ne vais pas acheter une machine à laver juste qui fonctionne à l'instant donné, c'est que cette machine à laver, elle va être durable, elle va économiser de l'eau, elle va économiser de l'électricité, voilà, elle va m'apporter certaines choses. Et ça, c'est extrêmement important de travailler sur la pédagogie autour du prix dans un contexte comme celui-ci actuellement. Et puis enfin, sur le don, en fait, c'est tout ce qui est effet pervers, effet rebond, qui peuvent être liés à l'économie circulaire. Ça, c'est un point aussi qui pose parfois problème, c'est de se dire parce que c'est moins cher, je vais effectuer une rotation beaucoup plus forte en fait de mes vêtements. Je ne vais pas citer de nom d'entreprises qui peuvent favoriser cela, ou en fait effectivement je ne vais pas donner. Et en réalité, cette vision globale que vous avez sur les valeurs est extrêmement importante, parce que c'est elle qui permet de ne pas perdre pied par rapport effectivement à ces évolutions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cécile. On laisse en 30 secondes à Florence le mot de la fin, parce que ça trépigne derrière. Donc on va... Tu as surtout eu la gentillesse de ne pas m'interroger la première, vu que je n'avais pas fait mon slide de do's et don'ts. Mais si je dois résumer peut-être les 3 points qui me semblent importants, finalement dans les facteurs clés de succès de ce type de démarche, la première,
c'est que ce soit profondément inscrit dans la stratégie de l'entreprise, ce qui est le cas chez nous, et je pense que ça aide beaucoup qu'au plus haut de l'entreprise, la direction soit donnée, et c'est ce que tu disais, Julien, je donne la route. La deuxième, qui je crois est un vrai facteur clé de succès, c'est que ce ne soit pas, en tout cas chez des retailers comme nous, un sujet dans un coin, le coin soit-il aussi gros d'ailleurs, mais un sujet qui soit distillé dans toutes les équipes. Et puis le troisième, c'est bien que ce soit un sujet de business, un sujet, et que ce sujet soit mesuré. Et nous, aujourd'hui, comme vous d'ailleurs, l'entreprise est incentivée, objectivée et mesurée sur les facteurs clés aussi de succès de ces sujets autour de la RSE. Et en fait, on court tous dans le même sens. Et peut-être le quatrième qui me semble aussi important, c'est un sujet de culture que tu évoquais, la culture interne, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre ce sujet au plus profond des collaborateurs, et puis la culture client. Il faut que les clients aient envie de nous suivre et envie de nous croire. Le pourquoi je te crois quand je te raconte une histoire est vraiment très important, et nous on travaille aussi beaucoup là-dessus. Un grand merci à tous nos speakers, et vous pourrez revoir toute cette conférence sur YouTube dans une semaine. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. C'est super, bravo. Merci d'être venus de loin. Merci beaucoup et merci à notre audience.